C'est ma BD le Hmm. sujet, c'est pas moi spécialement. Moi, je m'en fous, je suis pas quelqu'un de très intéressant. Si maintenant on me dit que ce que je fais est intéressant, c'est parfait pour moi. Querelleuse, querelleur, bienvenue. Aujourd'hui, pour la chaîne Querelle, je vais à la rencontre du concepteur-designer Zemial, qui a fait une entrée remarquée dans le monde de la bande dessinée. Après le succès de la diffusion hebdomadaire de ces strips humoristiques qui réunissaient et mettaient en scène les héros des animés de notre enfance, il sort chez Delcourt sa magnifique version album, Shonen Avenger. Il nous livre dans cette interview son parcours, sa rencontre avec Jean Chalopin, sa passion pour la 2D, la naissance du projet Shonen Avenger et ses idées pour la suite. Comme toujours, n'hésitez pas à vous abonner, commenter, liker et recommander la chaîne Querelle à vos amis. Et si vous êtes cinéphile, restez bien jusqu'à la fin pour connaître la signification secrète du pseudo de notre invité, Zemial. Est-ce que tu te souviens de ton premier dessin rémunéré? Rémunéré. Ouais. Non, je me souviens pas de mon premier dessin rémunéré, mais je me souviens de ma première mission qui a marqué le coup. Je venais tout juste d'avoir 30 ans, et tu vois, on dit toujours, cette étape, c'est un peu le bilan, c'est là que tu regardes, tu te retournes un petit peu, tu vois, bon, ben, où est-ce que tu en es arrivé, où est-ce que tu dois encore aller. Et c'est juste à ce moment-là que j'ai été contacté par Jean Chalopin, tu vois, qui avait une boîte en Suisse, une société d'édition, et il s'occupait de réaliser, il avait pour projet de réaliser des livres pour les diffuser, bon, bien sûr par ici, mais aussi en Afrique, tu vois, via un programme, un repas, un bouquin, tu vois, dans le sens où on ne peut pas apprendre à lire si tu as le ventre vide, etc. Et donc, il avait récupéré une histoire qui était écrite par un Américain, C. David Rollins, une histoire de science-fiction avec une gamine qui a grandi sur Mars. Donc, ça parlait de la terraformation, ça parlait de plein de choses, déjà d'écologie. Et c'était en 2004. Et on a assez bien accroché. On a lié d'amitié. On discutait souvent le soir sur ICQ. Je ne sais pas si tu as connu ça. Ah oui, C'était oui, les prémices du Messenger, mais anciennement Messenger encore. c'était le Messenger des geeks. Ouais, voilà. Et on discutait le soir son parcours, ses anciens trucs, voilà, je lui montrais un petit peu ce que je faisais, etc., etc. Donc c'était super intéressant de voir un petit peu voilà, de m'approcher de quelqu'un vraiment qui m'avait bercé durant mon enfance via toutes les productions qu'il avait pu réaliser et de voir un petit peu qu'est-ce qu'il avait amené tout doucement à décrocher de tout ça et de passer à autre chose avec oui, l'époque qui change, les chaînes de télé aussi qui n'étaient plus promptes à produire des longues séries à suite, tu vois. C'était plus facile pour eux maintenant de s'occuper de séries à un épisode, une histoire, plus facilement modulable. Dès qu'il y avait un petit creux ou quoi que ce soit, ils pouvaient plus facilement placer ça. Donc, tout doucement, ils ont été un petit peu plus durs avec les financements des dessins animés. Et ça l'a calmé un petit peu, donc ce qui l'a amené à décrocher un petit peu tout ça. Et quand moi j'ai collaboré avec lui, c'était en pleine période où il cherchait à récupérer les droits des cités d'or. Parce qu'il faut savoir que Jean Chalopin, il n'a plus aucun droit maintenant, tout était revendu depuis via ses sociétés ou via ses parts à lui. Et il avait à cœur d'organiser, de réaliser la suite qu'on connaît maintenant, tout en 3D. Et il était en train de se batailler pour récupérer les droits à ce moment-là, en parallèle au projet qui nous occupait tous les deux. Donc c'était amusant parce que ça faisait le lien justement entre voilà, les dessins des années 80, son activité de maintenant, le parcours en perspective, tu pouvais voir un petit peu et discuter avec lui de comment il voyait un petit peu les choses, l'industrie aujourd'hui, les animations aujourd'hui, qu'est-ce qu'elles sont, qu'est-ce qu'elles deviennent, etc. Voilà. Il avait été question pendant un moment que je collabore avec lui là-dessus, parce qu'il avait beaucoup apprécié mon travail sur le background Hmm. de planète Mars sur lequel ça se passait, où j'avais imaginé vraiment la ville, la civilisation, etc., etc. Il avait beaucoup apprécié ça, il aurait voulu qu'on travaille ensemble. Malheureusement, le studio avec lequel il a collaboré pour les Cités d'Or, leur équipe était déjà complète, donc ça s'est pas fait. Et finalement, ils ont lancé leur truc comme ça. Bon. Après, le résultat, j'ai pas porté trop d'avis là-dessus, mais c'est déjà quand tu passes du dessin à la 3D, il y a forcément quelque chose qui se perd, selon moi. Et voilà, c'est ce qui fait que bon.
Maintenant, il est complètement parti de tout ça. Il est en Chine maintenant, entre autres, et il est plutôt dans le domaine de la finance. Donc c'est un tout Ah, autre. d'accord. Et c'était mon premier projet professionnel artistique, tu vois. J'avais fait, avant ça, je faisais des cartes de visite ou des affiches ou des trucs comme ça, mais c'était des projets très locaux, si tu veux. Là, c'était vraiment voilà, un projet sur Internet d'un truc qui se passe en Suisse, donc moi en Belgique, là en Suisse, qui allait être diffusé en Afrique. Donc c'est là que voilà, j'étais en plein dans Internet, quoi. Tu vois, c'est le pouvoir de ce média-là, ça me permettait d'exploser les frontières et d'aller vraiment à l'autre bout du monde. Et c'était pour moi un premier gage de réussite parce qu'il m'avait beaucoup encouragé, beaucoup félicité à l'issue de ce projet. Et ça m'avait conforté dans l'idée que j'étais capable de mener un projet professionnel de grande envergure à moi seul. Tu vois, donc ça m'a reboosté, j'étais en même temps en pleine transition professionnelle, parce que j'avais un boulot alimentaire, je travaillais dans des casinos, tu vois, les salles de jeu et tout ce qui s'ensuit. Donc je dessinais souvent pendant les trucs. Mais après ça, j'ai pu prendre la décision de démissionner de ce boulot-là pour me lancer vraiment à temps plein dans le milieu professionnel, illustrateur, graphiste et tout ce qui en suit. Voilà, ça a été vraiment le point de départ de tout ça. Et c'est pour ça, quand je lui ai demandé de réaliser la dédicace pour mon bouquin, La préface, oui. ouais, voilà, la préface, c'était pour moi amusant de reprendre ça, tu vois, d'aller du début de ma carrière professionnelle, c'est ce qui avait lancé ma carrière professionnelle, à cette issue où pour la première fois, je lançais mon propre projet. Tu vois, cette BD, c'est plus qu'une BD, c'est vraiment mon propre projet où je suis 100% à moi seul dessus. J'ai pu décider tout, voilà, l'histoire, le concept, le visuel, alors que jusqu'à présent, je collaborais plutôt sur le projet d'autres, sur lequel il y avait des cahiers des charges à respecter et tout ça. Là, le cahier des charges, c'est moi qui le fixais, donc c'était très bien. C'est ça, c'est quand on va sur ton site internet zemial.com, il y a un petit encart qui dit que tu es un spécialiste de la 2D. Mhm. Et c'est vrai que c'est quelque chose auquel tu tiens beaucoup. Est-ce que tu peux m'en dire plus sur ça, justement, sur ce combat 2D versus 3D? Alors, je fais de la 2D parce que j'aime ça. Je fais pas de la 3D et je le regrette. Voilà, tout simplement. En fait, j'ai découvert, parce que j'ai quand même essayé de m'approcher à ça. Tu vois, quand tu travailles sur des projets, surtout moi, pendant longtemps, j'étais caractère designer, si tu veux, pour des jeux vidéo, ou pour d'autres projets, littérature, ou d'autres trucs, des projets d'animation. Et quand tu travailles en 2D, tu dessines ton personnage, tu vas passer 3, 4, 5 heures dessus, il va être parfait, tu vois. Maintenant, il te le faut de profil, tu dois repasser 4, 5 heures dessus à le refaire de profil pour qu'il soit parfait. En 3D, tu vas peut-être passer 4, 5 heures, peut-être même 8 heures, peut-être 10 heures, mais après, ton personnage, tu le tournes dans tous les sens, tu en fais ce que tu veux, tu l'animes et tout ça, c'est parti. C'est cet aspect-là que j'aurais voulu atteindre en 3D. Mais de la 3D, c'est aussi des mathématiques. Tu vois, on sort du concept de l'instinct, du coup de crayon, du truc. Il y a tout un tas de barrières qui te séparent entre l'idée que tu as en tête et le bout de tes doigts, si tu veux. En crayon, j'arrive encore à faire voyager l'idée et la qualité du trait jusqu'au bout de mon crayon. En 3D, il y avait beaucoup trop de frontières, ce qui fait que même si j'y passais vraiment un temps dingue, c'est-à-dire limite en mettant la 2D de côté, il m'aurait fallu un temps considérable pour atteindre le niveau que moi j'aurais espéré en 3D. Tu vois, si c'était pour faire de la 3D et au bout de 2-3 ans faire des trucs, tu vois, où on sent que c'est, voilà, je voulais pas ça. Tu vois, pour moi c'était une perte de temps. Donc voilà, donc je le regrette. J'aurais beaucoup voulu en faire, mais non. Globalement, toutes les séries que j'ai connues en 2D, j'ai joué au vieux con, hein, mais toutes les séries que j'ai connues en 2D, qui sont passées aujourd'hui en 3D, pour moi, elles ont énormément perdu. Tu vois, déjà visuellement, la 3D n'est pas top. Il n'y a pas la finesse du trait, il n'y a pas des fois même la finesse d'animation, alors que c'est fou, c'est quand même de la 3D, donc ça devrait être automatique quasiment. Et tu ne retrouves pas ce feeling-là.
Tu vois, ici, j'ai un petit gamin de 9 ans, tu vois, et le matin, quand on prépare pour aller à l'école ou au petit déjeuner, on mettait un petit peu la télé et on a découvert avec bonheur qu'ils passaient les inspecteurs gadgets, mais les anciens, tu vois. Et donc, il découvrait ça avec bonheur, vraiment. Et un jour, je lui ai montré la version 3D qui existe, parce qu'il y a une version 3D d'Inspecteur Gadget. Et même lui, même à 9 ans, il reconnaît, alors que pourtant c'est dans son époque, c'est dans son truc, tous les dessins animés qu'il regarde aujourd'hui sont en 3D, les As de la jungle, tout ce que tu veux, avec de la belle 3D, hein, c'est pas ça. Hein. Mais même lui, il reconnaissait que non, le dessin prime avant tout, la qualité y avait perdu, et les histoires, tu vois. Avant, il y avait des moments contemplatifs. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois, surtout dans les cités d'or, pour garder cet exemple-là. Tu avais des moments où pendant 2-3 minutes, il se passait que dalle. Tu avais juste la super musique qui se mettait en fond, et tu avais le décor, où tu avais le condor qui apparaissait, ou le bateau, ou la cité qui nanani, et ils étaient juste là, bouche bée, il ne se passait que dalle, tu vois, et ça durait 2-3 minutes avec une musique qui te prenait, mon vieux, mais c'était quelque chose d'incroyable. Mais comme tu disais tout à l'heure, avec la 3D, on peut tout faire ensuite. Et on peut tout montrer, et ça laisse aucune place à l'imaginaire et à l'imagination. En fait, on voit tout à l'écran. Alors que je me souviens, j'ai revu les Cités d'Or aussi avec mes enfants, et comme tu dis, il y a des moments contemplatifs et tout. Il y a aussi des moments où l'animation, c'est pas qu'elle laisse à désirer, mais elle va au plus simple pour faire une économie de moyens, en fait. Mais du coup, ça crée ça crée des ruptures, ça crée des ellipses qui laissent la place à l'imaginaire. Et parfois, il y a des choses dont je me souviens dans le dessin animé, j'étais persuadé d'avoir vu, et qui ne sont pas montrées dans le dessin animé. Et je pense que la 3D aujourd'hui, en fait, elle veut tout montrer et ne laisse aucune place à l'imaginaire, en fait. Et c'est ça qui me gêne dans les réadaptations. T'as pas la place pour l'imaginaire, comme je te dis, tu as déjà un rythme qui est beaucoup plus soutenu. En plus, oui. Et comme tu dis, les animations, bah oui, ça vient des dessins animés japonais, tu vois, où des fois tu as une image fixe, on sent juste qu'il y a la bouche qui est animée, ou des fois même pas, tu as juste un zoom ou un truc comme ça, c'était des facilités, parce qu'il fallait enchaîner les dessins animés, on comprend ça très bien, mais on avait assimilé ça aussi très bien, nous, étant enfants, et comme tu dis, on comblait par notre imaginaire, avec notre truc. Enfin voilà, on arrivait à transposer ça et à combler ce petit manque. Là maintenant en 3D, ben, c'est beaucoup plus facile, donc tout peut être animé, donc ça bouge tout le temps. C'est tout le temps, voilà, c'est toujours vivant. La personne est toujours dans des gestuels incroyables. Bon, c'est du détail, voilà, c'est pas ça qui change vraiment la nature du dessin animé. Mais c'est tout ça, tous ces petits trucs-là mis bout à bout qui font que, oui, par nostalgie peut-être, sans doute, sûrement, bien que, je te dis, en ayant revu les dessins animés des Cités d'Or, c'était pas non plus à comparer avec d'autres dessins animés qu'on pouvait voir à l'époque. Il y avait quand même une qualité de dessin et d'animation, et même d'écriture, qui était quand même un petit peu au-dessus. C'était la touche Chalopin, en fait. Hein. C'était un dessin tout était au-dessus, oui. Mais vraiment également la bande son, le doublage, les bruitages, la musique, tout était supérieur. Ouais. C'était la Chalopin Touch, tu vois, qui faisait que hop, tu passais tout de suite un cran au-dessus par rapport aux animés standards qu'on pouvait recevoir du Japon à ce moment-là. Quand j'étais plus jeune, je lisais énormément de BD, de tous les styles, que ce soit franco-belge, j'ai lu beaucoup de Strange, j'ai lu des tas de trucs. Les mangas, forcément, ça arrive un petit peu plus tard. Parce que j'étais pas encore, ça n'existait pas encore à l'époque où j'avais commencé à lire. Mais je lisais tout, je relisais tout, je dévorais vraiment les bouquins de toutes sortes. Il y a des trucs que j'ai adorés et que je ne lis plus maintenant. Je lis beaucoup moins maintenant, je t'avouerai. Ici, c'est vraiment depuis que j'ai relancé ce projet-là que je me suis remis un petit peu dans la BD. Sinon, c'était vraiment, il y avait quelques têtes qui sortaient du lot et que de temps en temps, j'allais m'accaparer. Parce que tiens, ça m'intéressait. Tu vois, par exemple, il y avait une histoire de Galactus qui avait été faite par Moebius. Tu vois, ce bouquin, il est magnifique. J'avais publié une BD depuis des années. J'ai dévoré celui-là comme un rien. Tu vois, quand je lis une BD, il y a évidemment l'histoire, tu vois, du concept, mais il y a aussi tout ce qui me revient de l'époque où j'en lisais. Tu vois, comment j'arrivais à rentrer dans les histoires, analyser les cases, regarder jusque dans le background. Tu vois, je lisais beaucoup les Léonard. Tu vois, par exemple, j'adorais ça. En fait, je suis un lecteur de Pif Gadget, en fait, ce qu'il faut savoir. J'ai commencé avec Pif Gadget. Il y avait plusieurs écoles. Tu avais Mickey Magazine, tu avais Spirou
Et tu avais Pif Gadget. Moi, j'ai eu Pif Gadget et je ne regrette pas parce que c'était pour moi une source de création et de plein de choses. Et j'avais découvert le bonheur là-dedans. Et j'adorais les petites histoires derrière avec le chat et la souris. Je ne sais pas si tu te souviens, il y avait toujours en En background background, ouais. des trucs où, pendant qu'il se passait vraiment des conflits entre Léonard et son disciple, tu avais le chat qui n'en pouvait plus, qui faisait toujours ses valises, qui voulait se barrer, il se disputait toujours avec la souris. C'est tout ça qui me passionnait et c'est ces petits trucs-là qui me sont restés. Donc, Je t'ai invité parce que, bien sûr, tu sors une BD qui s'appelle Shonen Avengers. À l'heure où on parle, elle est en réimpression. Donc, oui. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Ça peut être le cadeau de Noël idéal pour les geeks et les non-geeks, hein, pour les passionnés des années 80 et les non-passionnés des années 80, parce qu'à la fin, il y a, pour ceux qui ne sont pas coutumiers des héros, un bréviaire de référence pour bien comprendre tous les gags à chaque fois. Ça m'a amusé de lire ça après, parce que moi-même, il y avait des références que je n'avais pas saisies. Ouais. En ayant vu les séries à l'époque, mais c'est très précis, parce que tu as des souvenirs très précis de qui a eu, qui a été blessé au bras à tel moment, etc. J'ai souvent abordé des sujets qui m'avaient marqué dans ces animés-là. Tu vois, des petits détails, des conneries qui n'ont pas été relevées ou qui n'étaient pas souvent relevées et que je voulais mettre le doigt dessus. Et oui, c'était pour moi l'occasion de replonger un petit peu là-dedans et de donner mon interprétation au truc. Et le petit index que j'ai fait, donc c'est pour la ref, c'est vraiment destiné à aider à la transmission, si tu veux. Depuis que cette BD est sortie, j'étais rassuré parce que j'ai vu plein de parents, plein de gens qui m'ont dit, bon, moi j'ai lu la BD, voilà, il n'y a pas de souci, maintenant c'est mon gamin qui la lit, ça fait 3 fois qu'il la lit, et maintenant il adore Cobra, maintenant il adore les trucs, maintenant il veut voir les dessins animés, il veut voir, donc ça j'ai réussi ça, parce que pendant un moment j'ai eu peur, je me suis dit, j'ai peut-être fait un truc un peu trop cloisonné, vraiment un peu trop vraiment référencé, qui fait que oui, il y a vraiment que les gens qui ont connu cette époque-là qui vont apprécier. Mais non, j'ai eu plusieurs facteurs comme ça qui m'ont un peu rassuré. Quand j'ai reçu la BD, mon gamin il me l'a tout de suite chippé, si tu veux, pour aller tout de suite à l'école la montrer. Tu vois, montrer, ah, mon papa il a fait ça et tout. et les gamins, c'est pareil, ils ont 9 ans dans sa classe. Et j'ai demandé, ils ont feuilleté, ils ont regardé un petit peu, et il m'a dit oui, et ils ont ri. Donc je me suis dit, bon, ça peut fonctionner alors. C'est chouette. Bah, c'est bien d'essayer de transmettre. En plus, je crois qu'il y a en ce moment sur Netflix, je crois qu'il y a Cobra qui revient, donc on peut aller jeter un coup d'œil dessus. Alors, c'est peut-être pas... Nous, on l'a vu enfant, mais c'est peut-être pas purement pour les enfants. Mais bon, c'est un héros assez plaisant. C'est vrai. Je fais par palier. Il a découvert, là j'ai pu lui montrer quand il était fort jeune, j'ai montré Goldorak, parce que Goldorak c'était assez basique, tu vois, les histoires c'était assez simple. Et bon, ben voilà, il a pu comprendre ça sans souci. Et tout doucement, on monte en gamme, tu vois, selon l'âge qu'il a. Mais Albator, ce sera en tout dernier, par exemple. D'accord, pour bien qu'il apprécie la noirceur de... Oui, parce que c'est... Enfin, il se passe pas grand-chose dans l'Albator, c'est beaucoup de réflexion, voilà, de profondeur par rapport à un contexte qui se trouve... voilà. Moi, c'est ça qui me fascinait, moi, quand je regardais ces dessins animés-là, c'est que c'était pas juste manichéen, les bons, les mauvais, comme tu pouvais voir beaucoup dans les séries américaines, ou même dans les BD américaines. Enfin voilà, moi c'est ça que j'appréciais dans les productions japonaises, c'était que les méchants c'était pas des abrutis. Tu vois, souvent dans les trucs américains et même européens, les méchants c'est des abrutis. Tu les détestes tellement ils sont stupides et tu peux pas, tu n'y vois pas l'enjeu en fait. Tu vois juste des faire-valoir aux héros. Dans les productions japonaises, il y a des vrais méchants, il y a des vrais enjeux. Et c'est ce qui fait que j'adore les méchants aujourd'hui. C'est vraiment que ce soit le méchant de Goldorak ou même pour après, si on revenir du côté américain, Star Wars, tu prends Dark Vador ou quoi, ce sont des personnages extrêmement construits qui a vraiment des trucs. Des fois, ils sont même plus intéressants que le héros. Tu vois, tu prends dans les Marvel, tu prends Doctor Doom. Doctor Doom, si on peut faire un film rien que sur lui, rien que sur son histoire, il y a tout un truc hyper passionnant, beaucoup plus passionnant qu'un Captain America
ou un Iron Man, ou bon, ok, il est gentil, et voilà. Avec cette BD, tu réalises un fantasme qu'on a tous eu, en ayant soit les jouets, soit ne les ayant pas, mais en les inventant avec d'autres jouets, c'est-à-dire de réunir une team de super-héros des shonen, en fait. Mhm. Donc, il y a Actarus, il y a Cobra, il y a Capitaine Flamme, il y a Ulysse 31, il y a Albator, etc. Comment t'es venue cette idée de les réunir? Déjà, quand j'étais petit, je te dis que je regardais les dessins animés, donc je dessinais devant la télé. Et je m'amusais à imaginer des combats entre des personnages de deux séries animées différentes. Tu vois, donc j'imaginais des crossovers déjà, comment ces personnages-là pouvaient se rencontrer. Bon, après, c'est resté dans un délire comme ça. C'est bien plus tard, c'est en 2015, où en fait, j'avais envie de réaliser une illustration sur Cobra. J'avais un peu de temps, je crois que je venais de perdre mon travail, un truc comme ça, donc j'avais un peu de temps pour enfin dessiner un peu pour moi. Et je voulais faire une belle illustration sur ce personnage que franchement j'apprécie beaucoup. C'est un de ceux que je mets vraiment tout en haut, avec Lupin. Pour moi, c'est les deux tops. Et d'ailleurs, ils se ressemblent beaucoup, si tu veux, dans leur approche, dans ce côté un peu badass et pied dans le tapis. Tu vois, c'est vraiment c'est ces deux caractères et ces deux approches que j'aime énormément, si tu veux. Et c'est ce que j'essaye de faire avec les shonen, même si là, cette BD-là, elle est fort axée sur la parodie, sur l'humour. C'est le format qui était un petit peu ça. Donc, au bout d'un moment, j'étais un petit peu enfermé dans le fait d'une planche, un gag. Euh, mais si un jour je développe l'histoire complète des Shonen Avengers, ce sera un truc comme ça, un mélange où vraiment il y a des enjeux sérieux, mais il y a aussi un second degré et un truc qui permet aussi d'avoir un petit peu plus de recul et de pouvoir en rire et présenter. Voilà. Donc j'avais commencé à faire ce dessin-là, et pendant que je réfléchissais au traitement que j'allais lui apporter, je me suis souvenu d'un prof aux Beaux-Arts qui m'avait dit de me rapprocher, de m'enseigner sur Alphonse Mucha, tu vois, qui faisait des superbes illustrations pour des affiches, voilà, dans le style Art Nouveau. Et je suis allé voir ce qu'il faisait, et j'ai vu les tableaux en 4 parties, tu vois, où il y a les 4 saisons, les trucs comme ça. Et je me suis dit, mais c'est génial, c'est ce qui conviendrait. Et s'il fallait trouver 3 autres personnages pour accompagner Cobra, ben, ça pouvait pas être un détective sur Terre ou quel survivant ou quoi que ce soit. Je voulais rester vraiment dans ce contexte. Fallait que ce soit cohérent. Tu vois, il fallait qu'ils se rencontrent dans un univers cohérent. Donc j'avais choisi au début des voyageurs de l'espace. Voilà, c'était ça le critère. Qu'ils aient été produits entièrement ou en partie au Japon. Tu vois, par exemple, Ulysse n'a pas été entièrement produit au Japon. Mm. Euh, et afin qu'on puisse imaginer facilement qu'ils puissent se rencontrer, tu vois, dans un univers cohérent. Alors bien sûr, c'est pas les mêmes époques et tout ça, mais bon, ça c'est pas encore trop grave. Mais voilà. Et donc j'avais imaginé les 4 premiers personnages, donc Ulysse, Albator, Capitaine Flamme et Cobra. Il n'y avait pas Actarus au tout début, parce que pour moi, Actarus était plutôt sédentaire. Oui, il voyageait dans l'espace, mais à la fin, il restait plutôt sur Terre et il bougeait plus trop. Donc c'est pour ça qu'il n'était pas tout de suite dans la première série. Et j'ai trouvé que ça fonctionnait très très bien avec le style Art Nouveau que je te parlais tout à l'heure d'Alphonse Mucha. Je trouvais que ça faisait vraiment un truc original et qui apportait un plus au personnage. En plus, j'avais apporté un traitement réaliste sur le trait. Si tu veux, j'avais pas parce que j'aime pas faire du fan art, tu vois. Le fan art, c'est vraiment reprendre le trait pour trait, vraiment refaire exactement la même chose. C'est pas ça m'amuse pas de faire ça. J'ai voulu à chaque fois apporter une touche un petit peu différente. Donc là, apporter l'aspect réaliste à des traits, enfin semi-réalistes, on va dire. C'était pour moi, en plus c'est mon style de prédilection, si tu veux. Donc c'est Mm. vraiment, je me suis retrouvé dans ce truc-là. J'ai fait ces 4 personnages, j'ai proposé après sur Internet. Ça a fonctionné, bah, tu étais là, de toute façon, tu étais au tout début, tu as connu ça. Et ça a pris tout de suite. Et ce qui fait que bah, je me suis lancé dans la réalisation des autres personnages afin de composer les 78 cartes d'un jeu de tarot classique. Voilà. Alors le truc, c'est que ce projet-là n'a jamais été financé. Tu vois. Donc j'ai travaillé quand j'avais le temps, en fait, quand j'avais pas de mission, quand j'avais pas de boulot, voilà, j'avançais un petit peu là-dessus, donc ça a duré, et ça dure encore aujourd'hui. Sauf qu'à un moment, à force de les mettre en scène dans des petites illustrations, que ce soit pour communiquer là-dessus, ou pour le site, ou pour une bande-annonce, ou même une illustration qui sera dans le jeu de cartes, je me suis dit, mais qu'est-ce qui pourrait bien se raconter tous ces personnages si effectivement ils avaient pu se rencontrer et
depuis longtemps, je réfléchissais à revenir sur la BD. Je dis revenir parce que j'en avais fait quand j'étais très jeune de la BD. Mais je n'étais pas du tout satisfait du résultat. Déjà, entre la première et la dernière page, il y avait un gap pas possible au niveau du trait. Mais en plus, je ne suis pas scénariste, donc ça se sentait. Mes histoires étaient très, très basiques, etc. Mais j'avais déjà inventé mes personnages et j'avais déjà fait 2-3 bouquins comme ça qui sont restés dans mes tiroirs. Et j'avais fini par me dire que c'était pas pour moi, que c'était un autre délire. C'est pour ça après je me suis redirigé plutôt vers la publicité, où là ce côté varié, tu vois, tu pouvais te retrouver à faire de la photo aujourd'hui, de la vidéo demain, du dessin après-demain. Il y avait tout ce que j'aimais faire là-dedans. Et je m'étais dit que si un jour je revenais vers la bande dessinée, ce serait sur des trucs simples, genre une planche, une histoire, une planche. Donc en je ne sais combien de cases, mais voilà, des histoires d'une planche, pas plus. Parce que je me connais, je sais aussi que si je pars sur un trop long truc, je me lasserai ou je reviendrai trop souvent sur les premières planches, etc. etc. Donc il fallait pas que ce soit trop trop complexe. Donc là, c'était l'occasion rêvée de mettre en scène ces personnages-là sur une planche. Voilà, donc j'ai imaginé 5 histoires. Au début, c'était 5 histoires que j'ai proposées en test sur Internet en disant voilà, moi j'ai une proposition à vous faire. Voici un strip, c'était le premier strip là, avec Cobra qui rencontre Actarus, qui se plaint qu'il a mal au bras et qui lui dit mais si tu veux, moi je connais un médecin, il va te couper le bras, il va te mettre un canon, tu vois, c'est super. Et tout le monde a adoré avec le style graphique que j'avais voulu plus simple pour justement pouvoir ne pas perdre trop de temps à chaque fois sur une planche avec des trucs trop détaillés, trop poussés. Le style graphique, le ton de l'humour, l'axe que j'avais pris, ça a fonctionné tout de suite et j'ai été extrêmement encouragé à persévérer. Ce qui fait que, au bout du cinquième essai, j'ai dit, écoutez, chiche, on fait une BD et on voit si ça marche. Donc là, j'ai lancé le Tipeee et qui même me suivent. Voilà, et on m'a suivi. Et ça, c'est cool. Et alors je me pose la question simplement des droits de ces personnages. Est-ce que, puisque c'est de la parodie, tu peux tout faire ou il a fallu quand même demander à certains ayants droit? Alors, en littérature, il y a une loi française pour ça, qui fait que tu es assez bien protégé. Tu vois, il y a le droit à la parodie, à l'hommage. Sauf si tu veux faire Tintin, quoi. Oui, si tu veux, ça, c'est encore pas. Mais tu as le droit à la parodie, à l'hommage. La condition, c'est qu'il ne faut pas chercher à devenir canon, déjà. Il ne faut pas t'inscrire dans les trucs. Mais surtout, il ne faut pas qu'il y ait de confusion. Tu vois, quand tu poses les deux produits l'un à côté de l'autre, à aucun moment on doit pouvoir se dire tiens, c'est la même chose, tiens, c'est la suite, tiens, c'est quoi que ce soit. Une fois que tu as répondu à ces critères-là, moi, j'ai proposé ma BD à Delco. Ils ont regardé dans le service juridique et tout. Ils ont vu qu'il n'y avait pas de problème. Ils ont quand même rajouté le petit stickers sur le bouquin. Plus qu'une parodie, un hommage. Voilà, ça c'est mon directeur de publication qui a trouvé ce slogan. Il est parfait parce qu'il résume bien le truc. Moi, j'aurais préféré la petite pastille avec la préface de Jean-Charles Opin, mais je comprends aussi qu'ils ont voulu assurer leurs arrières et on va quand même rajouter ça par-dessus pour dire que ça passe. Mais en principe, non, il n'y a pas de souci au niveau juridique. Ça passe très bien sur le coup, même si je sais bien, je suis très, très borderline. Il y a certains traits où vraiment j'ai vraiment poussé parce que au plus j'ai passé de temps sur cette BD grâce au soutien sur Tipeee et puis après par la signature avec l'éditeur, plus forcément je retombais dans mes travers et je rajoute des détails et des trucs. Quand tu regardes les débuts, les premières planches au début, il n'y a quasiment pas de décor, c'est des fonds blancs. À la fin, tu as tous les vaisseaux qui sont là. Voilà. Il y a des rêves ultimes, il y a même des vaisseaux qui se combinent pour faire un méca. Ben oui, Ça, c'est ça. En fait, j'ai vraiment imaginé ce projet en le faisant. Tu vois. Aussi bien, j'ai essayé d'aborder tous des humours différents pour vraiment essayer de toucher un maximum de gens, parmi la palette d'humour que j'ai à disposition. Et en même temps, je me suis rendu compte aussi que qu'est-ce qu'on voulait voir avec un projet comme ça. Tu vois, on parle des Shonen Avengers où il y a Albator, Actarus, Cobra qui sont réunis ensemble. Qu'est-ce que tu as envie de voir? Tu as envie de voir à chaque fois deux mecs qui sont au bar en train de discuter. Oui, ton bras, ton truc. Non, tu as envie de voir aussi des scènes badass, tu vois, des trucs où ils sont tous ensemble dans la même pièce et ils y vont, ils attaquent. C'est ça qu'on voulait voir et c'est ça que j'ai essayé de proposer au fur et à mesure que la BD évolue jusqu'à la fin.
Et effectivement, ça donne des scènes iconiques jusqu'au dernier plan qui, Mm. enfin, je sais pas si je peux le dire, c'est toi qui dessine, qui est en train de dessiner Mhm. l'arrivée de tous Mhm. ces Avengers et qui fait, bah là, tu retrouves ton style semi-réaliste. Mhm. Et moi, ça m'a fait penser aux arrêts sur image, justement, à la fin des Cobras ou à la fin des Rémi sans C'est famille. exactement ça. Exactement. Mais c'est le même dessinateur en plus, je pense, hein, Rémi sans famille et Cobra. Exactement. C'est exactement ce que j'ai voulu faire. C'est à la fin de chaque épisode, tu as une image figée, un peu picturale, comme ça, un peu retravaillée avec des ombres et tout ça. Et j'ai voulu recréer ça. Et donc, pour que ça fonctionne bien, je me suis rapproché, là, pour le coup, du graphisme que j'avais utilisé sur les jeux de tarot. Ah, c'est du plus bel effet. Il y a une autre image que j'adore, c'est l'équipe au complet qui s'apprête à jouer au rugby. Ça Mhm. fait plaisir. On a envie de voir ça. Et c'est Ça, je vrai que crois, ouais, ouais. là t'es peut-être coincé un peu par l'hommage et la parodie, mais on a envie de voir une vraie aventure. Là, j'ai l'impression que c'est ce qui se passe en marge d'une aventure qu'on ne peut pas voir. Mais est-ce qu'on verra cette aventure un jour? J'ai déjà l'histoire de cette aventure. De ce passage-là où ils se retrouveront dans le truc de rugby et tout ça. Mais alors c'est toujours compliqué de dire ça pour une BD parce que voilà, de dire qu'on n'a pas eu le temps ni quoi que ce soit parce que bah, oui, il suffisait de repousser la sortie à la limite, voilà. Mais c'est au-delà de ça, je ne pouvais pas l'adapter en 3 cases, si tu veux. Oui. Donc il aurait fallu que je repense ça. Donc elle est toujours en cours, elle fonctionne très bien, mais je dois la découper, revoir le découpage pour pouvoir en faire quelque chose qui fonctionne et qui soit cohérent. Voilà. Là, en 3 cases, je suis très limité, si tu veux. C'est pour ça que j'ai rajouté au début et à la fin un prologue et un épilogue. C'est pas juste pour la contextualisation de la BD, parce que c'était important en même temps d'expliquer comment ils se sont rencontrés et comment elle se conclut l'histoire, mais c'était aussi pour moi, enfin, de pouvoir faire des scènes d'action, tu vois, une succession d'actions qui n'est pas possible en 3 cases, ou même mettre une ambiance ou raconter quelque chose. Voilà, c'était ma petite liberté que j'ai pu avoir à la fin, même si je me suis rendu compte que c'était très très différent d'un strip et j'ai eu beaucoup de mal. J'ai passé beaucoup de temps sur ces dernières planches. Et tu envisages une suite, du coup? Ben, automatiquement. Maintenant, j'en sais rien si ça se fera. Moi, j'aurais tendance à dire qu'il y a de fortes chances que ça se fasse. Bah là, Parce que, c'est un peu ouvert les résultats, là. oui, ben, les résultats sont très bons. Donc déjà, je suis très très content de ça. Mais c'est surtout en discutant avec mon éditeur et avec mon directeur de publication, là, on m'a fait comprendre que la suite, n'était pas forcément dépendant d'un succès, si tu veux. Des fois, un premier livre pouvait ne pas avoir très bien marché, mais on fait un 2 à moindre coût pour essayer de relancer un petit peu la, la vente du premier. Donc c'est pour ça, dès le départ, je m'imagine assez bien qu'il y aura une suite. Après, j'ignore encore à quoi elle ressemblera. Tu vois. Parce que là, dans l'absolu, tu me demanderais de faire exactement la suite de ça, c'est-à-dire à nouveau 88 pages de strip en 3D, en 3 cases. Je ne sais pas si ça m'amuserait beaucoup. Voilà. Il y aurait ça, mais je pense que je chercherais à proposer autre chose et c'est à ça que je réfléchis beaucoup. À la base, la BD était pensée tout à fait autrement, dans le sens où, tu vois, si tu as remarqué, les cases sont en 16:9. Je ne sais pas Oui, si tu as vérifié ça. oui, C'était oui. garder vraiment l'aspect vidéo. Parce que Euh, justement, ce sont des strips verticaux et pas voilà. horizontaux. Voilà. Et en général, les strips, c'est des cases carrées, tu vois, Mm. donc horizontales ou verticales. Là, j'ai voulu travailler l'aspect 16:9 pour qu'on garde cette idée que ces personnages-là viennent de la vidéo et qu'ils sont amenés à y retourner. Tu vois. Donc, au début, pendant le projet, je me disais, la vraie suite des Shonen Avengers, c'est une série animée. Bon. Là, on rentre dans un autre délire, tu vois, où il n'y a plus ces droits d'auteur ni quoi que ce soit, donc ça va être autrement plus compliqué à mettre en place. Et donc, j'ai dû me résoudre à mettre ça un petit peu de côté pour l'instant. Et j'attends maintenant les retombées éventuelles que pourront avoir ce livre et le potentiel succès qu'il pourrait avoir, qui pourrait peut-être donner des bonnes idées aux décideurs en haut lieu. Mais tu as réalisé un teaser de l'album. Je sais pas si c'est toi qui l'as réalisé, mais j'imagine que oui. Et
voilà, il y a déjà des prémices d'animation Mhm. dans ce teaser et ça donne envie de voir. Oui, mais tout est fait pour donner envie. Tout est fait pour donner l'idée de il faut voir ça en vidéo, Mais il faut qu'on voit ça. est-ce que Delcourt serait dans ces dispositions? Parce que j'ai Ankama qui est à 360 degrés comme ça, qui vont te faire un jeu, qui vont te raconter l'histoire en manga, en nouvelle et te faire un dessin animé derrière. Est-ce que Delcourt, ils envisagent aussi ce genre de collaboration? Ils ont un studio. Ils travaillent, alors c'est pas Delcourt, c'est autrement, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais ils ont un studio d'animation avec lequel ils travaillent parfois. Tout ça, c'est dans l'ordre du possible. Maintenant, est-ce que ça se fera? J'en sais rien. Je crois que même eux ne se rendent pas compte vraiment des retombées, enfin du retour du bouquin. Tu vois, on a imprimé. Tu vois, le truc qu'il faut bien comprendre, c'est que les Shonen Avengers, c'est un tout petit projet. Malgré que ce soit Delcourt sur la couverture, malgré que tout ça, malgré que ce soit un beau livre ou quoi, c'est un tout petit projet. Parce que moi, je sors de nulle part, tu vois, je sors de la publicité, j'ai jamais fait de bouquin, j'ai jamais fait de produit à moi seul. Donc, on ne sait pas si je vends, on ne sait pas si je suis capable, on ne sait pas si quoi que ce soit. Donc, ils ont regardé simplement ma BD, ils ont beaucoup aimé, ils ont dit, écoute, nous, on aimerait beaucoup avoir ça dans notre collection, enfin, dans notre catalogue, et donc, ils m'ont proposé ça. Maintenant, c'est à moi à faire mes preuves, si tu veux. Et c'est pour ça que je suis content du petit succès qu'il y a eu à la sortie de la BD. Maintenant, il faut concrétiser dans les semaines qui suivent, parce que quelque part, c'est un peu mon petit pied de nez, tu vois, ma petite tarte à la crème que j'ai voulu renvoyer à l'éditeur pour lui dire, voyez, vous avez eu raison de me faire confiance, voilà, peut-être que vous m'avez un petit peu sous-estimé, regardons maintenant ce qui est possible de faire ensemble, voilà, montons un petit peu le niveau pour la suite. Et le cours pourrait très bien être l'instigateur de tout ça via les partenaires avec lesquels il travaille en vidéo. Est-ce que ça se fera? Ça, j'en sais rien. C'est encore beaucoup trop tôt pour le dire. Et je pense qu'au niveau des droits, là, il va falloir beaucoup, beaucoup, beaucoup discuter parce que c'est un tout autre délire. Et dans la chronologie de la création, ils sont arrivés à quel moment Delcourt? Ils sont tombés sur tes strips sur Internet? C'est toi qui les as contactés? Comment s'est passée la collaboration? En fait, il s'est passé quelque part ce que j'ai toujours attendu dans tous mes projets. C'est-à-dire que tu fais assez de bruit et au bout d'un moment, on te démarche. Tu Hmm. vois. Moi, c'est toujours ce que j'ai attendu finalement. C'est aller taper aux portes. J'ai déjà fait quelques fois, mais tu rencontres des gens qui ne te connaissent pas et qui ne t'attendaient pas spécialement. Donc, c'est toujours un petit peu compliqué à convaincre. Là, non, un agent d'éditeur, en fait, qui m'a contacté et qui m'a dit, écoute, ton projet me plaît énormément. Je pense qu'il y a vraiment possibilité de l'éditer. Donc au début, il a cherché à me convaincre de ne pas l'auto-éditer. Parce qu'au début, moi, je ne savais pas ça. Hein. Hmm. Avec le financement sur Tipeee, que je ne savais pas ce que j'allais faire. Soit je savais que j'allais faire le bouquin. Mais comment, j'en sais rien. J'espérais être contacté par un éditeur. Sinon, j'aurais cherché à le faire produire moi-même. Ou sinon, tu vois, il y a encore maintenant la possibilité de faire par Amazon. Je ne sais pas si tu connais ça. C'est en fait, Ah oui, on peut faire voilà, oui, t'envoies, virtuellement en fait. t'envoies ton manuscrit à Amazon et en 3 clics, il le met sur le site. Et si les gens le commandent, eh ben, il le fait produire, tu vois, à l'unité directement. Bon, tu touches peanuts, hein, parce que c'est eux qui gèrent tout ça, mais je me suis dit, à défaut, je le sortirai là-dessus. En espérant quand même pouvoir l'imprimer moi-même. Et finalement, non, c'est un agent éditeur qui m'a contacté, qui m'a dit, écoute, moi j'ai mes carnets d'adresses chez un tel, un tel, un tel, un tel. Si tu veux, on monte un dossier ensemble et je t'aide à pousser les portes et aller voir ces gens-là. Et j'ai eu la chance, c'est qu'il avait de très bonnes relations avec les éditeurs que j'avais mis vraiment tout en haut de la liste, parce que je voulais vraiment un beau nom, si tu veux, un beau nom d'édition sur ma BD. Et il connaissait les éditions Delcourt, donc ça a été un petit plus. On en a approché d'autres, parce qu'on voulait voir quand même un petit peu qu'est-ce qu'on nous proposait ailleurs. Et finalement, c'est avec Delcourt qu'on s'est senti le plus en confiance et dans les meilleures conditions. Et là, leur rôle, c'est de distribuer? Ou juste pour Euh, l'instant? non, non, ils ont participé un petit peu au financement, si tu veux, sur la deuxième partie. Donc, ils Oui. sont vraiment à la moitié du projet, en fait. Ah, j'ai signé en janvier 2022. Tu vois, donc, c'était pas au tout début. Moi, j'ai commencé en avril 2021, vraiment sur les premiers strips. Donc, il y a déjà une première
année, si tu veux, où voilà, j'ai lancé ça tout seul. Et c'est à l'issue de ces 8, 10 premiers mois, je sais plus, que là, ils ont pu voir déjà pas mal de choses abouties, ils ont vu vers quoi ça allait, ils étaient rassurés par rapport à ça, et ils se sont dit, non, non, nous, on veut ça dans notre catalogue sans souci. Et ils ont fait un travail d'éditeur aussi en Oui, te oui, faisant retoucher des choses et des... non, Parce non. que au départ, c'est, on le rappelle, parce que je suis pas sûr qu'on l'ait dit au début, c'est un strip hebdomadaire, un rythme de fou, des idées qui viennent pas forcément au bon moment et qui t'obligent à faire du jour au lendemain, enfin peut-être pas du jour au lendemain, mais d'avoir des délais très courts pour réaliser tes idées. Mhm. Est-ce que tu as pu reprendre derrière? Est-ce qu'on t'a demandé de reprendre ou Alors, comme tu dis, c'était un rythme très compliqué parce qu'il fallait proposer un nouveau strip chaque semaine. Chaque vendredi, il fallait que le nouveau strip soit là. Donc, des fois, j'avais 4, 5 idées que dès que j'avais, je notais sur une feuille de papier, je servais plus tard. D'autres qui ne sont jamais ressorties finalement. Et parfois, j'avais des idées, mais 24 heures ou 48 heures avant la sortie de la BD. Donc, et c'est d'ailleurs, on arrive dans des moments très stressants, si tu veux, parce que plus tu te rapproches de la deadline, moins tu auras le temps pour faire cette histoire. Donc, il fallait en plus qu'elle ne soit pas trop compliquée à faire. Enfin voilà, tu avais tout ce truc-là qui se mettait en place avec le compte à rebours de chaque semaine. Et en général, quand je publiais celui du vendredi, j'étais déjà en train d'entamer celui de la semaine d'après. Parce que ben voilà, il faut un certain temps, il faut, voilà, moi j'ai aussi d'autres activités, j'ai aussi voilà, ma fonction de freelancer aussi sur le côté, donc il a fallu gérer tout ça en même temps. Et ce qui fait que ben, certaines planches ont été terminées des fois le matin du vendredi. Donc à 3 heures du matin, je l'envoyais aux tipeurs parce qu'ils avaient l'exclusivité de ça. Et vraiment, je terminais, je sauvegardais, je l'envoyais, si tu veux. Ce qui fait que ben, après coup, une fois qu'on était vraiment dans la période du bouclage, j'ai souhaité revenir sur beaucoup, 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 beaucoup de strips où il y avait le trait qui n'allait pas, il y avait le nez qui n'allait pas, là, il y avait le texte qui n'allait pas, il y avait la couleur qui n'allait pas, où il y avait le personnage que je voulais ajouter qui n'est pas dessus. Ça m'a donné l'occasion de retravailler un petit peu tout ça. J'ai pas voulu les refaire entièrement parce que déjà, j'aurais pas eu le temps. Et de deux, je voyais pas la nécessité de ça. Je préférais montrer la chronologie un petit peu graphique. On sent hein, l'évolution tout doucement vers le graphique du début à la fin. Et j'ai simplement complété ce que j'aurais voulu faire. Voilà, chaque semaine, si vraiment j'avais un peu plus de temps, j'avais une après-midi en plus ou quoi, j'aurais vraiment fignolé les derniers petits détails. Voilà, c'est ce que j'ai pu faire. Mais Delcourt ne m'a rien demandé sur le contenu. De toute façon, il faut savoir que l'éditeur, en général, il t'embête pas trop sur le contenu. Tu vois, l'intérieur du bouquin, c'est toi. Voilà, c'est toi qui le fais, c'est toi qui le proposes. Tu leur soumets. Si ça leur plaît, c'est bon comme ça. Sauf si vraiment il y aurait eu des cas absolus ou des trucs religieux ou j'en sais rien, des trucs qui auraient pu poser problème, mais c'est pas le cas. Là où ils ont un droit de regard, si tu veux, c'est sur la couverture et le titre. Voilà. Parce que ça, c'est quelque part, c'est de leur domaine. Tu vois. Eux, ils vont devoir vendre ça derrière. Donc, il faut que ça fasse bien, il faut que ça présente bien, etc. etc. Donc, la couverture, j'ai tenu bon jusqu'au bout. Ils m'avaient demandé de changer, mais juste pour dire de changer, en fait. C'était pas pour dire Oui. de changer, genre on n'aime pas. C'est juste, tiens, fais un deuxième essai, comme ça à la fin, tu auras un choix, tu vois, et tu choisiras le meilleur. Et moi, j'étais déjà convaincu par celle-là depuis longtemps. Elle m'est venue en un week-end. Vraiment, ça s'est fait au moment où j'ai décidé de faire la BD. J'ai réalisé la truc. Alors, c'est pas la même version, elle a été refaite hein, dans la BD. On voit les deux versions justement. Mais je trouvais que cette couverture résume à elle seule le concept de la BD. Tu vois. Donc ça, j'ai pu le garder. Le seul truc qu'on a changé, c'est au tout début, ça s'appelait The Shonen Adventures. Tu vois, c'était pour vraiment faire l'extension de Shonen Avengers qui existait déjà, mais qui était le jeu de Mm. tarot. Tu vois. Et les Shonen Adventures bah, racontaient les aventures des Shonen Avengers. Et avec beaucoup de discussions avec l'éditeur et mon agent, etc., etc. Et ils ont tous fini par me convaincre qu'il fallait englober tout ça dans un seul et même concept, Shonen Avengers. Ça évite les confusions, ça évite plein de trucs et ça me permet beaucoup plus de choses au final. Et au final, ils avaient raison. Donc voilà, c'est la seule concession que j'ai dû faire, c'est de changer le titre en Avenger, mais revenir au titre initial du concept, en fait, tout simplement. Est-ce qu'il va y avoir du merchandising autour de ça? Alors,
qui est bien, c'est que Delcourt m'a laissé les droits, tu vois. Les droits sur tout ce qui est, comme tu dis, merchandising, produits dérivés et tout ce qui s'ensuit. Alors, c'est un joli cadeau, et en même temps, tu comprends pourquoi il me l'a fait. Tu vois. Donc, c'est à moi aussi à marcher sur des œufs là-dessus, et il y a énormément de choses que j'aimerais faire. Je vends déjà un petit peu des posters et des affiches, des déclinaisons de tout ça, mais j'ai très envie de faire des figurines, si tu veux. Et donc, je me suis approché de deux, trois gars qui sont très, très bons là-dedans, qui vraiment, ce sont des professionnels du secteur. Ils m'ont dit, selon ce que je voulais faire, soit ils le faisaient eux-mêmes, ou soit ils me renseignaient sur l'usine en Chine pour les faire produire en grande quantité, ce qui ne sera pas le cas. Autant le dire tout de suite, parce qu'au niveau des droits, je risque d'être quand même assez serré par rapport à ça. Donc, ça existera. Je vais vraiment faire réaliser des figurines, mais ce sera vraiment en quantité très, très limitée et numérotées, etc. Vraiment, voilà, juste pour dire, voilà, ça existe. Mais je t'avouerai que c'est surtout parce que moi, j'ai envie de les avoir. Voilà. On a tous envie de les avoir. Warlock, c'est un film, donc c'est un vieux film des années 80, hein, facile, hein, il y a même eu 89. 89. Tu vois. Et j'étais chez une copine et on regardait ce film-là. Et à un moment, donc c'était un démon, un sorcier qui avait fait un pacte avec le diable. Du coup, il avait le pouvoir et il faisait le mal un petit peu partout. Et à un moment, il va voir une voyante et il cherche à contacter son père. Donc le père, c'était Satan ou le diable ou Belzébul, je ne sais plus comment il s'appelait. Et alors, elle lui dit, bon, bah, très bien, pas de problème. Mais lui, il ne lui dit pas, évidemment, hein, que c'est le diable. Il dit juste, je veux contacter mon père. Et il est dans l'au-delà et tout ça. Et elle dit, bah, très bien, il faudrait que vous me donniez son nom. Et il dit, bah, il en a plusieurs. Et il m'en faudrait un. Alors, il dit Zemial.